Bonjour à tous, je m'appelle Manu, je suis entrepreneur et je suis en train de créer une marque d'huile essentielle et de produits naturels inspirés des plantes de Madagascar. Avec le contenu que je crée sur le blog et les vidéos, j'essaie de vous accompagner dans votre transition vers le naturel et de vous inciter à utiliser un maximum de produits bruts non transformés. Je suis contente de vous accueillir dans cette première vidéo décryptage. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça parce qu'on me demande souvent mon avis sur la composition des produits. Et en fait, moi je pense que de manière générale, les produits bruts sont mais complètement supérieurs à tout ce que vous pouvez trouver dans les produits formulés. Donc le but de ces vidéos pour moi, c'est vraiment de vous montrer comment lire l'étiquette d'un produit formulé pour savoir en fait à quoi vous pouvez vous attendre, et si vous décidiez de faire le produit par vous-même en DIY, qu'est-ce que ça donnerait. Du coup, je vais vous proposer plusieurs vidéos dans lesquelles on va décrypter différents produits que j'ai regroupés un peu par grandes catégories. Donc dans cette vidéo, on est dans la catégorie huile de soin, huile pour le corps, huile pour les cheveux. Là, on va parler de produits qu'on peut trouver dans des marques de cosmétiques naturels. Je m'attaque pas aux compositions des produits conventionnels où vous pouvez trouver des huiles minérales, des dérivés de pétrochimie, des perturbateurs endocriniens. Voilà, je pars du principe que vous êtes déjà passé outre ça, et donc l'idée c'est vraiment de se dire, si vous avez une marque ou des marques ou des magasins où vous avez l'habitude d'acheter des huiles formulées, de vous aider à vraiment comprendre ce qu'il y a dedans pour savoir un petit peu comment vous pourriez faire pour la refaire chez vous si vous aviez envie, et quelles seraient les différences, qu'est-ce qu'il y a à garder et qu'est-ce qu'il y a à jeter. Mon but c'est vraiment pas de faire la critique d'une compo en particulier, c'est vraiment de vous apprendre comment lire. C'est pour ça qu'en fait j'ai créé une huile fictive qui en fait est représentative, disons, et une moyenne de ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc j'ai mis dedans les ingrédients que je voyais souvent ressortir pour vous démontrer au mon point aussi par rapport à ce que je veux dire, et vous allez voir qu'en fait on va pas juste regarder si un ingrédient est bon ou pas, ce qui est fait en général malheureusement par les applis de scannage de produits. Là vraiment l'idée c'est de comprendre en fait la logique de la composition pour que vous puissiez vous dire déjà est-ce que c'est bon pour moi ou pas, est-ce que ça me correspond ou pas, et est-ce que marketingement on a à l'intérieur ce que ça dit sur le packaging. Je vous mets sur le côté de l'écran la composition de mon huile fictive, du coup qui s'appelle huile corps et cheveux, amande douce et huile essentielle. Et puis on va regarder les différents éléments petit à petit. La première chose à regarder, ça va être l'ordre des huiles végétales. Alors, quand vous êtes sur une huile qui est bio et naturelle, a priori, vous allez quand même avoir une bonne quantité d'huile végétale dedans. Sauf que, souvent, on va vous formuler le truc genre huile pour le corps, amande douce. Donc là, vous, si vous connaissez un petit peu les huiles végétales, vous allez vous dire, bon c'est une huile d'amande douce, la base, quoi. Et donc là, si on regarde notre compo, qu'est-ce qu'on a? La première, c'est Helianthus annus seed oil, qui est de l'huile végétale de tournesol. En soi, il n'y a aucun souci avec l'huile de tournesol. On a tellement l'habitude de l'avoir dans notre cuisine et d'avoir un truc en vrai de mauvaise qualité, pas du tout vierge, etc. que c'est des huiles inutiles, j'ai envie de dire. Enfin, il n'y a plus que du mauvais gras dedans, tous les bons acides gras ils sont partis. En soi, le tournesol fait une très bonne huile végétale si elle est vierge, si elle est pressée à froid. Il n'y a aucun souci avec l'huile végétale de tournesol, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau cosmétique. C'est une très bonne huile. Simplement, classique du marketing de vous vendre une huile d'amande douce et que le premier ingrédient ce soit une huile de tournesol. Donc sachez que le premier ingrédient de la liste INSI, c'est l'ingrédient qui est dans les plus grandes quantités. Donc ça, je vous en parlais dans l'article de blog que j'ai fait au sujet de savoir lire une liste INSI. Pas de souci avec le fait d'avoir de l'huile de tournesol dans notre produit. Le seul souci, c'est qu'il est marqué que c'est une huile d'amande douce. Et donc ça c'est vraiment un grand classique que j'ai vu sur plein de produits. Donc là on est quand même sur un truc où genre qui dit clairement qu'il est formulé, mais j'ai vu des produits qui disent huile d'amande douce point barre, et en fait c'est principalement à base de tournesol. Donc dans notre cas et dans la plupart des cas, on va bien trouver l'huile
d'amandes douces. Donc là je vais l'avoir en 5e position, Prunus amygdalus dulcis oil. Et avant ça on a aussi donc de l'huile de sésame. Deux autres huiles qu'on va voir juste après, enfin deux autres ingrédients qu'on va voir juste après. Mais donc vous avez quand même de l'huile de tournesol, deux huiles estérifiées, puis de l'huile de sésame et ensuite seulement de l'huile végétale d'amande douce. Or il y a écrit amande douce sur le packaging. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté marketing de dire en fait qu'est-ce qui vend bien. Bah, vas-y, on va faire un produit à l'amande douce, ça se vend bien. Mais derrière de ne pas assumer de faire un produit qui est fait principalement d'amande douce, qui est un produit de qualité et qui peut être assez cher par rapport à une huile de tournesol par exemple. C'est simplement l'incohérence et là quand je vous dis si vous le faites chez vous, en fait, vous savez quelles huiles vous avez mis dedans et si vous voulez mettre 100% amande douce, vous mettez 100% amande douce. Alors, deuxième chose à regarder, c'est la présence d'huile estérifiée. Alors ça, c'est un sujet, je pense, qui mérite une vidéo complète. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La seule chose à retenir, c'est que les huiles estérifiées, ce ne sont en réalité pas des huiles. Ce sont des huiles végétales qu'on a fait réagir avec un alcool. Une réaction qui s'appelle l'estérification pour obtenir un ester. Donc un ester, ce n'est pas une huile, c'est autre chose. C'est un produit qui a aussi des propriétés pour la peau, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, ce ne sont plus les mêmes propriétés. Et ce que vous avez tendance à voir en fait sur des packaging, c'est typiquement à l'huile de ceci, à l'huile de cela, et en fait on n'est pas sur les huiles, on est sur les esters de ces huiles, donc les huiles estérifiées, et du coup on ne peut pas vanter les propriétés de l'huile alors qu'on n'a pas mis cette huile là dedans et qu'on a mis l'ester. Et pourquoi en fait les fabricants font ça? Tout simplement parce que les huiles estérifiées, les esters, ils sont beaucoup plus pénétrants que les huiles végétales et du coup il n'y a pas ce côté gras que laisse une huile et donc tout simplement ça correspond mieux au marché, ça se vend mieux. Moi j'ai envie de dire, à partir du moment où on a acheté une huile corps et cheveux, on est ok que ce soit un peu gras, enfin je sais pas, voilà. Souvent quand on voit des huiles estérifiées, c'est pas des huiles estérifiées d'amande douce vierge machin. Quand vous avez l'huile d'amande douce vierge, vous n'allez pas commencer à lui faire des traitements dessus. Vous la mettez en valeur, vous machin. Non, en général, c'est de l'huile de coco, c'est de l'huile de palme, c'est ce type d'huile là. Et où il y a une grosse opacité en fait sur d'où provient le produit de base, dans quelles conditions il a été récolté. Les deux produits que je vous cite, c'est des produits qui sont obtenus souvent à grands coûts de déforestation à l'autre bout du monde. Et petit point d'attention, si vous allez scanner les produits, les huiles estérifiées, elles sont toujours, la plupart des applications que j'ai vues, elles sont hyper bien notées. Parce que en effet, il n'y a pas de problème pour votre santé, hein, c'est vraiment, je vous dis, il y a même des propriétés pour la peau, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, voilà, il y a ce décalage marketing en fait entre ce qu'on dit et ce qu'on vend, et ça ressort pas du tout en fait dans les applis de scannage de produits et de notation de produits cosmétiques. Troisième chose à regarder, ça va être le rôle des huiles essentielles. Donc, si vous êtes sur un produit formulé type huile, on aime bien le faire aux huiles essentielles. Alors, il y a deux types de marketing. Il y a le marketing aux huiles essentielles et le marketing sans huile essentielle. Donc, si la marque prend le parti de ne pas mettre d'huile essentielle sur des marques de cosmétiques naturels, en général, elle va vous le dire en gros, sans huile essentielle, adaptée à tous, femmes enceintes, bébés, etc. Genre, les huiles essentielles, c'est la mort. Bon, moi, vous devinez ce que j'en pense, mais bon, bref. Et au contraire, celles qui vont investir parce que les huiles essentielles ça coûte cher, celles qui ont investi à mettre des huiles essentielles dans le produit, elles vont vous le mettre en énorme aux huiles essentielles, propriétés miraculeuses de l'huile essentielle hyper rare de Madagascar, blablabla. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus soft quand même, simplement huile pour le corps et les cheveux, amande douce et huile essentielle. Donc voilà, on va se dire qu'on est sur un produit aux huiles essentielles. Et quand vous ouvrez votre flacon et que vous sentez que ça sent délicieusement bon, vous vous dites qu'est-ce qu'elles sentent bon ces huiles essentielles? Eh bien non. Je reviens à notre compo. On a de l'huile essentielle Cananga odorata, donc ça c'est l'ylang-ylang. Citrus aurantium dulcis, c'est l'orange douce. Ensuite on a de la lavande vraie et du géranium. Donc sur le choix des huiles essentielles, je n'ai rien à redire. En même temps, c'est moi qui ai inventé cette huile. Donc voilà, c'est top, c'est très bien. Et après, juste après, on voit parfum. Jamais un fabricant de cosmétiques va
Alors, ça peut arriver. Il sera extrêmement rare qu'un fabricant de cosmétiques se fatigue à créer son propre parfum pour son huile et pour son produit cosmétique. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'acheter à un sous-traitant. Là, on a du parfum et on a des huiles essentielles. Donc si vous voulez, quand le fabricant il a acheté un parfum à un sous-traitant à un certain prix pour que son produit sente bon et qu'il puisse bien le vendre, il est quand même peu probable qu'il aille foutre des huiles essentielles dedans pour aller complètement casser l'odeur de son produit. Donc soit il fait un produit pur et huile essentielle, du coup il doit créer une odeur lui-même avec les huiles essentielles, et ça, comme je vous disais, c'est une grande complexité. Il y a du parfum dans ce produit, donc à partir du moment où il y a du parfum, ça veut dire que la marque a tout intérêt à doser au minimum possible les huiles essentielles. Pourquoi? Sinon ça va casser l'odeur du parfum dans lequel elle a investi. Et du coup, on vous dit que vous avez un soin aux huiles essentielles, avec des huiles essentielles de lavande, d'ylang, de géranium, qui ont d'excellentes propriétés, et je vous recommande tout à fait de formuler cette huile vous-même chez vous. Mais à partir du moment où il y a du parfum, forcément, on a dû faire en fait un sacrifice sur les huiles essentielles pour en fait pas venir casser l'odeur tout simplement. Donc, je suppose que dans ce produit, il y a très peu d'huile essentielle, et qu'elles sont là uniquement pour pouvoir écrire sur le packaging produit huile aux huiles essentielles. Alors vous pourriez me dire que les huiles essentielles dans la liste, si vous suivez, les huiles essentielles dans la liste, elles viennent avant le parfum, donc on pourrait se dire qu'elles sont plus dosées que le parfum. Or, quand on est en dessous de 1%, la réglementation, ne me parlez pas de cette réglementation, dit que vous avez le droit de trier en fait dans l'ordre que vous voulez. Donc forcément, les fabricants vont choisir l'ordre qui met le plus en avant leurs produits, et donc mettre les huiles essentielles avant le parfum de synthèse. Les parfums, les huiles essentielles, déjà quand vous faites chez vous, on vous dit autour de 1 ou 2% grand max. Donc en général sur des produits formulés, on est largement en dessous, surtout s'il y a plusieurs huiles essentielles. Enfin voilà, on va être en dessous de 1%. Du coup, ça veut dire que vous ne savez pas s'il y a plus de parfum ou d'huile essentielle, mais comme je vous le disais, personne va acheter un parfum pour mettre 3 gouttes et pour que l'odeur soit cachée par les huiles essentielles. Donc pour moi, si vous avez huile essentielle et parfum, ça veut dire que le parfum est là pour que ça sente bon, et les huiles essentielles sont là pour vous faire croire que ce qui sent bon, c'est les huiles essentielles. Quatrième chose à regarder, c'est la présence de colorants. Alors, dans le domaine du naturel, du bio, je vois que les colorants, il y en a qui sont naturels, d'origine minérale, éthique, écologique. Alors, c'est un non-sujet pour moi. Les colorants ont leur place dans le maquillage, par définition, mais dans des produits de cosmétiques, pourquoi serait-il naturel? On va mettre des colorants. Donc ici, en l'occurrence, je parle de magnésium stéarate et de oxyde de fer, iron oxide. Donc je crois qu'on est sur du blanc et du rouge, et donc il peut nous faire une teinte... non, c'est pas logique. Du blanc et du jaune. J'ai peut-être pas tout à fait géré dans ma création de trucs. Je voulais faire du orange. En tout cas, donc vous avez des colorants qui sont d'origine minérale, qui sont autorisés en bio, qui ne posent pas de problème sur la santé a priori. Par contre, pourquoi mettons des colorants dans une huile? Les explications que je peux trouver, ça va être tout simplement parce que premièrement, la couleur du produit obtenu est moche. Alors là, on est sur une huile, donc a priori, bon, ça va. Mais par exemple sur les crèmes, une crème, elle est jamais blanche. Elle est toujours un peu jaune, verdâtre. Enfin, c'est des couleurs qui sont pas attirantes pour le consommateur. Donc on va aller lui foutre un bon blanc bien beau, on va lui foutre un beau jaune bien lumineux dans une huile, et ça va plus lui attirer l'œil, ça va être plus vendeur tout simplement. Et du coup, même d'un point de vue écologique, je trouve que mettre des colorants juste pour vendre, voilà, ça me dérange. Donc voilà, il y a ce côté de cacher la couleur naturelle du produit et de mettre en avant une couleur fictive. Et le pire dans tout ça, c'est que je vous rappelle donc qu'on a une huile où il y a écrit amande douce. Que vous avez un produit dans lequel vous avez, on a dit quoi, du tournesol, des dérivés de coco, de l'huile de sésame et de l'huile d'amande douce. La couleur que vous allez avoir au final, elle va pas ressembler à de l'huile d'amande douce. Or, vous
peut-être que vous savez très bien à quoi ça ressemble, la couleur de l'huile d'amande douce. Donc il faudrait peut-être recréer cette couleur pour que vous ne vous sentiez pas arnaqué à la vue du flacon. Alors moi j'utilise que des flacons en verre ambré, mais en l'occurrence c'est des produits sur des flacons transparents. Vous avez la couleur de l'huile qui est bien visible, et du coup si on vous dit amande douce et que ça a une couleur qui vous évoque pas du tout l'amande douce, ça va être problématique. Du coup on va mettre des colorants pour vous faire croire encore un peu plus que c'est de l'amande douce. Donc c'est pour ça que, malgré tout ce que je pense de la réglementation, c'est quand même génial de pouvoir avoir accès à cette liste d'ingrédients. Si vous voulez savoir s'il y a de l'amande douce dans votre produit, ne vous laissez pas avoir à la couleur, à l'odeur et à l'appellation. Regardez derrière. Et enfin, dernière chose à regarder, ça va être la présence d'allergènes. Alors là, comment vous dire ? Les applications de cosmétiques ont tendance à très mal noter les produits qui contiennent des allergènes et du coup les produits qui contiennent des huiles essentielles, et du coup on a des marques qui font des méga marketing sans huile essentielle, alors qu'à la base il n'y a pas de problème en fait. Il y a des allergènes dans les huiles essentielles, il y a des allergènes dans les plantes, c'est la vie, c'est la nature en fait, et en fait les allergènes sont problématiques pour les gens qui sont allergiques. Donc a priori si vous voulez, j'espère que vous les connaissez, les allergies que vous avez. Donc si vous en avez, il faut faire très attention, notamment aux produits qui contiennent des parfums et des huiles essentielles. Et si vous avez des allergies, je vous conseille d'autant plus de vous tourner vers des produits bruts, parce que vous saurez précisément, vous n'aurez pas à vous poser de questions pour savoir ce que vous avez dans vos produits, puisque vous les aurez fait vous-même sans rien qui est controversé, qui est problématique pour vous. Si vous n'avez pas d'allergie, il n'y a pas besoin de cracher sur des produits parce qu'ils contiennent des allergènes en fait. C'est tout à fait normal que les plantes, c'est pas une question normale, mais c'est la nature, il y a des allergènes dans les plantes. Et il y a la petite Gabi qui a fait une vidéo aussi qui est assez intéressante, je vous la mets dans le petit i, sur justement les applis de scannage des produits cosmétiques et la place des allergènes. Donc la conclusion sur ce produit, c'est que globalement, c'est un produit qui pourrait être très bien noté sur les applications, qui contient aucune substance controversée, on va dire, qui peut être labellisé bio, tout ça, mais qui, je trouve, n'a strictement aucun intérêt par rapport à quelque chose que vous pourriez faire par vous-même. Donc si vous aimez l'amande douce, vous pouvez la doser beaucoup plus fort. Si vous aimez les huiles essentielles, vous pouvez les choisir, etc. Créer un parfum qui vous plaît, qui vous correspond. Et éviter ces huiles estérifiées qui n'ont pas d'intérêt pour votre corps, pour vos soins cosmétiques, et qui servent simplement à avoir une texture plus vendeuse. C'est mon point de vue, voilà. Et le dernier point, c'est que des produits comme ça, ils coûtent super cher, et on vous dit c'est parce que c'est bio, c'est parce que c'est naturel, c'est parce que ceci, cela. C'est vrai, parce que à partir du moment où on doit formuler, on doit mélanger des choses ensemble, il y a plein de contraintes en fait techniques, réglementaires qui coûtent très cher, et ce prix il est impacté dans le packaging. Donc je trouve que le prix, c'est aussi une raison de plus d'aller en fait refaire les produits par vous-même pour trouver exactement ce qu'il vous faut et à un prix beaucoup moins cher. Alors j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez me mettre en commentaire la compo d'un produit type huile pour le corps et les cheveux. Comme ça je pourrais regarder si vous voulez et voir un petit peu si ça correspond à ce que j'ai inventé ici, et s'il y a d'autres produits sur lesquels, d'autres ingrédients sur lesquels ça vaut la peine de se pencher. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous saurez maintenant décrypter une huile de soin pour le corps et les cheveux, amande douce et huile essentielle, ou tout autre produit de la sorte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.